Très heureux de vous retrouver en ce vendredi saint, jour de prière, fidèles téléspectateurs de Cherif La TV, partout où vous nous regardez. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information dans un seul titre. Les experts de la CEDEAO présents au Mali en vue d'une décrispation de la situation sociopolitique ont rencontré les membres de la Cour suprême ce jeudi 16 juillet dans les locaux de la dite institution. À suivre dès le début de cette édition. Installez-vous, bonsoir, bienvenue. Une fois de plus, si vous nous rejoignez, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en préambule de votre édition, une délégation des experts de la CEDEAO conduite par Théodore Oulu a rencontré les membres de la Cour suprême ce jeudi 16 juillet dans les locaux de la dite institution 6 à Bananka-Bougou-Ciment en commune 6 du district de Bamako. Les discussions entre les deux parties ont porté sur la crise sociopolitique que traverse notre pays, née des dernières élections législatives. Pendant plus de 2 heures d'horloge à huis clos, les deux délégations ont proposé des solutions de sortie de crise au plan juridique et consensuel. Théodore Oulu, chef de la délégation des experts de la CEDEAO, est au micro de nos reporters Hamadou Ndiallo et Abdoulaye Sogodogo. Je suis à la Cour suprême avec une délégation de la CEDEAO, des experts, qui réfléchit sur des solutions consensuelles de sortie de crise par rapport à la situation qui prévaut actuellement au Mali. Et ça a été une occasion d'échanger avec nos collègues de la Cour suprême. Et de ces échanges, nous avons trouvé des éléments de réflexion qui vont peut-être nous permettre de trouver une solution qui ramène définitivement la paix du point de vue du fonctionnement des institutions au Mali. C'est l'objet essentiel de cet entretien qui a été très passionnant et très riche. Nous avons eu beaucoup d'informations utiles. Vous savez que je ne pourrais pas vous révéler les points qui ont été abordés. Nous sommes dans le cadre d'une mission au niveau de la CEDEAO. Les premiers destinataires de cet entretien, ce sont les responsables politiques de la CEDEAO. Mais ce que vous devez savoir, c'est la recherche de solutions à la crise actuellement qui prévaut suite à la contestation liée aux dernières élections législatives. Mais les apports de solutions ne relèvent pas de notre compétence. Nous aurons à faire un rapport à la CEDEAO qui pourra en décider. Très bien, vivement et Mali réconcilié et Mali apaisé. Direction la 3e région administrative du Mali, où le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, autrement dit, Passinda a organisé un atelier de renforcement du leadership des jeunes en citoyenneté, et civisme, prévention et résolution des conflits et protection des droits humains, regroupant les jeunes venus des 4 coins de la ville de Essikasso. L'événement s'est tenu le mercredi 15 juillet au centre Saint-Jean-Bosco en présence des autorités administratives, chefs coutumiers autour des responsables de l'ONG Passinda, envoyés spéciaux Samaïla Sanogo et Fousseni Keita. À chaque étape, les jeunes sont au front, ce qui fait qu'ils sont les plus touchés, d'où la tenue de cet atelier de renforcement des capacités des jeunes en citoyenneté, civisme, gestion des ASACO et des CGS, la prévention et gestion des conflits organisés par le Passinda avec le soutien financier du Royaume de Danemark. Depuis 2012, au Mali, nous avons porté des milliers de personnes, dont malheureusement les 80% sont des jeunes de moins de 35 ans. Donc la jeunesse a un rôle éminemment fondamental à jouer en matière de prévention et de gestion des conflits. Donc la seconde raison également, c'est expliquer la politique nationale sur la citoyenneté et le civisme qui a été adoptée par le gouvernement du Mali en septembre 2017. Si cela avait été compris, je pense que la plupart des problèmes que nous connaissons aujourd'hui sur le plan politique, le plan sécuritaire, le plan économique et le plan social allaient trouver beaucoup de solutions. Et enfin, également, pour expliquer à la jeunesse la place et le rôle qu'elle doit jouer dans le développement local, surtout en matière de gestion de l'école, en matière de gestion de la santé.
Ce cadre de renforcement du leadership des jeunes en citoyenneté, prévention et résolution des conflits et la protection des droits humains à l'intention des jeunes de la cité verte de Kénédougou est apprécié de vive voix par les responsables du Conseil national de la jeunesse locale. J'ai trouvé cette initiative très valable. Car quand tu essaies de voir la jeunesse et l'avenir de demain, la jeunesse d'aujourd'hui a besoin beaucoup de renforcement de capacités telles que ce genre d'initiative. Et j'implique aussi, j'invite Passinda à multiplier ce genre d'initiatives au sein de la jeunesse de Sikasso. Car nous, les jeunes, nous sommes l'avenir de demain. L'avenir de demain ne peut pas se faire sans la formation des jeunes. Côté autorité coutumière de la ville, c'est la satisfaction totale. Après avoir salué le Passinda pour l'initiative, elles diront que le développement sur tous les plans passe par une jeunesse consciente et engagée. Vraiment, nous sommes très contents quand il s'agit de renforcer la capacité des jeunes de Sikasso. Cette jeunesse qui est l'avenir de notre pays. Il faut renforcer leur capacité, c'est vraiment nécessaire. Je remercie vraiment les partenaires financiers sans lesquels on n'aurait pas pu organiser cette année aujourd'hui. C'est nécessaire parce que cette jeunesse-là est chargée de la gestion des conflits surtout. En présidant la cérémonie, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'est dite honorée de l'engagement du Passinda, dont l'agenda est toujours meublé par les actions d'intégration des droits humains. Le renforcement du leadership des jeunes pour la gestion des conflits, vraiment c'est une question d'actualité et c'est quelque chose qui est venu à point nommé aussi pour que la jeunesse puisse pleinement jouer son rôle dans la gestion des conflits et pour que la paix puisse revenir au Mali. Venus des quatre coins de la cité légendaire du Kénédougou, les participants ont eu droit à des communications sur le civisme, la citoyenneté, la prévention et la gestion des conflits des ASACO et CGS. Voilà, justement, c'était depuis la capitale verte de Kénédougou avec nos envoyés spéciaux. Ici, nous parlons toujours de l'actualité. Le respect de l'autorité parentale est une valeur d'antan au Mali, car la famille est la première institution sociale de l'éducation de l'enfant et la chaîne de transmission du savoir et du savoir-faire. De nos jours, le respect de cette autorité des parents s'effrite du jour au lendemain, et cela par le comportement anti-valeur des enfants qui sont réellement responsables de cette triste situation. Comment explique-t-on le comportement des enfants? Quelles solutions pour redresser la barre? Un sujet de la rédaction auquel Samaïla Sanogo et Abdoulaye Sougoudou s'y sont intéressés. Suivons leurs œuvres. Le respect de l'autorité parentale s'effrite au Mali. Les raisons invoquées sont multiples. Le non-respect de l'autorité parentale, si moi j'analyse la situation, je dirais que c'est les parents eux-mêmes. C'est les parents eux-mêmes parce que l'enfant à bas âge ne connaît rien dans cette vie-là. Et l'enfant apprend tout avec son père, soit avec sa mère, dans son environnement. Donc, il faut que ces deux personnes s'investissent pour que l'enfant reçoive une très bonne éducation. Pour que l'enfant connaisse déjà que j'ai un papa, comment je dois me comporter envers lui. J'ai une maman, comment je dois me comporter envers lui. Et les autres membres de la famille. D'un constat bien partagé, beaucoup de parents peinent aujourd'hui à asseoir leur autorité. C'est pourquoi beaucoup pensent que les parents sont les seuls responsables de la nouvelle situation. Tous ceux qui ont l'âge de ton père, de ta mère, ce sont tes pères, ce sont tes mères. Et là, si les mamans, les pères disent que c'est mon sang, je ne veux pas que ces enfants soient surveillés par d'autres personnes, vous voyez que c'est du laisser aller. Alors que tu comprends que l'enfant ne fait pas toute la journée, tout son temps dans la famille. Il est obligé de sortir dans la rue. Donc la rue, les gens qui sont autour sont obligés de contribuer à son éducation aussi. Modibo Damele n'est pas le seul à accuser ouvertement les parents du comportement anti-valeur des enfants. Les acteurs de ce fléau sont les parents eux-mêmes. Ce sont les parents qui ne tiennent plus d'éducation pour les enfants. L'éducation civique et morale est carrément ratée. Cela est dû directement aux parents.
Bon, les parents ont fui à leurs responsabilités parce que chaque parent maintenant va à ses occupations. Ça vaut mieux pour lui maintenant que de suivre l'enfant à la maison. Sinon, dans la réalité, l'enfant doit être suivi par un parent. Dans la logique. C'est l'enfant qui doit être suivi par son père ou bien sa mère. Mais ses parents ont carrément fui à ce suivi. C'est donc évident, l'autorité parentale s'effrite au Mali. Les raisons invoquées sont multiples. La première et la plus importante, la montée de l'individualisme. Donc, personne ne peut encadrer l'enfant de l'autre. Tous les parents veulent que leurs enfants soient éduqués par leurs propres parents. Donc, cela est dit à ça. Bon, pour moi, ce n'est pas normal. Un enfant est père pour tout le monde. Tout parent doit prendre conscience. Et puis, pour redresser maintenant chaque enfant, même si on les voit dans la rue, on doit les redresser. C'est les mots qui contribuent beaucoup au non-respect de l'autorité parentale. À notre bas âge, l'enfant sort chez lui, il fait des bêtises dehors. Une grande personne le rencontre là, il le prend, il le cogne. Et même s'il rentre dans sa cour en pleurant, c'est les parents qui sont dans la cour qui donnent d'autres coups de fouet. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. On n'a pas le droit de toucher l'enfant d'autrui. Donc c'est ça qui révolte les enfants. Parce que l'enfant va penser que c'est ma mère biologique, mon père biologique qui sont mes seuls parents. Outre la tradition malienne, le respect de l'autorité des parents est une forte recommandation d'Allah, car la position de l'islam sur la question est sans ambiguïté. Parole de tendresse, mais aussi de soumission à leur autorité, les parents restent irremplaçables. Comme le dit un penseur turc, qui n'obéit pas ses parents ne mérite pas d'en avoir. Très bien, c'était un reportage signé Samaïra Sanougou et Abdoulaye Sougodougou. Maintenant, intéressons-nous maintenant au volet sanitaire. Les patients guéris du Covid-19 sont généralement stigmatisés et victimes de discrimination dans la plupart des pays voisins. Les Maliens sont-ils confrontés à ce genre de phénomènes? Éléments de réponse dans ces dossiers réalisés par Amadou Kamara et Samba Traoré. Dès l'apparition des premiers cas de coronavirus dans notre pays, des mesures drastiques ont été prises par les plus hautes autorités du Mali en vue de stopper la propagation de cette pandémie de coronavirus. On ne connaissait pas trop quels sont les modes de contamination. On ne sait pas trop quel est le comportement de notre organisme face à ça. On ne sait pas trop est-ce que nous allons pouvoir développer une immunité. On ne sait pas trop quel était le comportement de ces germes dans notre environnement et comment ces germes allaient dans le temps se comporter aussi. Ce qui fait que les gestionnaires des risques vont mettre les barres de sécurité à un niveau très élevé. Et c'est ce que les experts ont fait. Et voilà pourquoi les mesures drastiques ont été prises dès le départ. Sensibilisation à outrance, des décisions très difficiles, des confinements de niveaux très élevés et d'utilisation des moyens de protection, de barrières aussi très élevés. Alors, ce qui amène les médias à tous les niveaux à faire une sensibilisation, à donner des informations, souvent à tort, souvent à raison. Et devant tout ça, les gens vont avoir peur et les gens vont être touchés ou choqués par cette information à outrance. Le patient M. Koulibaly, guéri du Covid-19, n'a pas manqué de tarir d'éloges à l'endroit du gouvernement de la République du Mali et du personnel sanitaire pour les efforts déployés durant son séjour à l'hôpital du Mali. Pour l'effort inlassable qu'il fait en direction de la population en général, mais en particulier de ces malades du Covid-19. Ce fléau est là entre nous, parmi nous depuis mars. Je remercie très sincèrement, du fond du cœur, le personnel soignant, pour qui je n'ai pas de mots, très sincèrement. Leur disponibilité, leur engagement, c'est sans commune mesure. Dieu seul sait combien ils se sont occupés de nous. Monsieur Camara, vous savez, cette maladie, elle est réelle. Et je dirais à ceux qui ne croient pas, d'y croire.
et à ceux qui croient, dit encore croient davantage. Selon le point focal de lutte contre le Covid-19 de l'hôpital du Mali, les retours des patients se préparent en amont, tout en prenant des mesures préventives, en les informant de ce qui peuvent être leur quotidien. C'est quoi cette maladie? Est-ce que vous avez quelqu'un qui a ça? Et si la personne a ça, qu'est-ce qui va se passer autour de lui? Jusqu'à ce qu'on ait nos premiers cas. Quand nos premiers cas sont arrivés, et c'était d'abord en cachette, tout le monde voulait se cacher avec sa maladie et se faire traiter et passer inaperçu. Les dispositifs qui étaient en place sur le plan national a ajouté encore des choses, puisque quand un malade est dépisté, il fallait aller le chercher. Quand on va le chercher, il fallait nettoyer chez lui, il fallait interroger autour de lui, il fallait recenser tous ceux qui ont été contacts pour essayer de circonscrire, parce que la seule voie de circonscription était vraiment des moyens comme ça. Donc tout ceci ont contribué davantage à créer des moyens de stigmatisation autour des personnes. Alors les premiers patients que nous avons traités, à leur sortie, il y en a qui ont eu vraiment des difficultés, on a appris de leurs témoignages, soit directement, soit à travers les réseaux, et que l'entourage avait vraiment du mal à les rapprocher. Et même les simples boutiques se fermaient quand ils se présentaient pour des commissions. Et les gens fuyaient même souvent des rues quand leurs portes s'ouvrent ou quand ils se mettaient dans le truc. Alors je crois que tout ça, c'était vraiment le début. Pour M. Koulibaly, il n'a pas fait l'objet d'une quelconque stigmatisation de son retour à la maison après sa guérison du coronavirus par ses voisins. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et là, Dieu merci. Parce que depuis que moi je suis revenu, pratiquement, je n'ai senti aucune stigmatisation. Et ce que je dois dire d'ailleurs, parce que depuis qu'il m'a amené à l'hôpital, avant même mon arrivée, parce que les choses sont allées tellement vite, ils ont envoyé une équipe en famille pour traiter toute la famille, même l'intérieur des véhicules. Ils ont tout traité. Et même après ma sortie, vous voyez, comme par coïncidence, vous voyez les thermoflash, à ma sortie, ils ont demandé de payer un thermoflash, et chaque jour, ils appellent. Ils appellent pour demander, parce que tous les membres de la famille ont été également, comme on dit, aussi testés. Heureusement, j'étais le seul positif, le seul cas positif. Donc, tous les matins, ils appellent, on leur communique la température de chacun des membres de ma famille. Ça, c'est le suivi quotidien. Non, je n'ai pas été stigmatisé. D'ailleurs, quand je suis revenu, bon, comme vous le voyez, les enfants, ils viennent ici, ils jouent. Et j'avais un peur aussi d'approcher les enfants, parce que je me dis que encore, je peux être porteur de virus. C'est pourquoi je porte toujours les masques. Et les enfants, je fais tout pour un peu. J'aime beaucoup les enfants, mais je fais tout pour qu'ils ne m'approchent pas jusqu'à une certaine distance. Aucune stigmatisation. Merci. Vraiment. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu merci, j'ai fait très bien. Vraiment. À noter que le Mali est à 2331 cas confirmés, dont 119 cas de décès et 1547 guérisons. Voilà, et respectons-nous toujours les gestes barrières pour pouvoir lutter contre la maladie à coronavirus dans notre pays. Alors, que sait-on maintenant de la situation judiciaire d'un de nos compatriotes assassiné en France en 2016 lors d'une violence policière? De nouvelles investigations vont être ouvertes dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré, mort en juillet 2016 après son interpellation policière. Les juges d'instruction veulent sonder le passé du jeune homme ainsi que celui des gendarmes qui l'ont interpellé et leurs éventuels liens. Voyons tout cela avec Moussa Fomba. Quasiment 4 ans, jour pour jour après la mort d'Adama Traoré, l'affaire est toujours loin d'être classée. Des juges d'instruction relancent l'enquête en ordonnant de nouvelles investigations, dont certaines sur le passé du jeune homme décédé le 19 juillet 2016 à la suite d'une interpellation policière à Beaumont-sur-Oise, mais également sur le passé de ceux qui l'ont interpellé ainsi que leurs éventuels liens. La procédure demandée par l'avocat de la famille Traoré, maître Yassine Bouzrou, vise à établir s'il y avait un contentieux entre la victime et les policiers
policiers qui l'ont interpellé. Tous les antécédents judiciaires ou procédures dans lesquelles Adama Traoré a été impliqué seront donc joints au dossier. Les dossiers administratifs ainsi que les antécédents judiciaires des 3 gendarmes qui l'ont interpellé le jour de sa mort seront également ajoutés au dossier. Les juges d'instruction ont en revanche refusé pour l'instant la reconstitution des faits demandés de manière répétée par Maître Bouzrou, expliquant qu'il se prononcerait sur le sujet après le retour de la nouvelle expertise médicale confiée à 4 médecins belges et attendue pour janvier 2021. Ils ont également refusé le dessaisissement de l'enquête de l'inspection générale de la gendarmerie nationale au profit de la brigade criminelle comme demandé par Maître Bouzrou. L'inspection générale de la gendarmerie nationale se voit confier l'ensemble des nouvelles investigations, parmi lesquelles le travail d'identification de nouveaux témoins qui auraient pu assister à la première arrestation du jeune homme noir de 24 ans. Ces nouvelles investigations étaient demandées depuis plusieurs années par la défense qui voit dans cette annonce une avancée positive. L'avocat s'interroge néanmoins sur l'agenda des juges d'instruction qui bloquent le dossier après plusieurs manifestations massives en France pour dénoncer les violences policières. Voilà, restons toujours avec Moussa Fomba pour nous relater brièvement le reste de l'actualité internationale. C'est en images, suivons ensemble. La Côte d'Ivoire n'a pas pleinement rempli les obligations qui lui incombent de garantir la confiance du public et la transparence dans les affaires publiques, selon une décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'institution constate aussi l'absence de mécanismes garantissant la désignation en toute transparence des membres de la CEI par les partis politiques. En effet, 98% de ces commissions sont présidées par un membre du RHDP. Les juges demandent d'ailleurs au gouvernement ivoirien de prendre les mesures nécessaires pour garantir que de nouvelles élections soient organisées au niveau local. Après lecture de ce arrêt, le PDCI, à l'origine de la requête, va plus loin et appelle à une refonte complète de la commission électorale indépendante. Mais à 100 jours de l'élection, une refonte de la CEI, même au niveau local, paraît très difficile, constate le politologue Sylvain Guessa. La justice togolaise a émis un mandat d'arrêt international contre Agboyome Kodjo, arrivé 2e à la présidentielle de février remportée par le chef de l'État sortant Faure Gnassingbé. L'opposant vit désormais dans la clandestinité au Togo. Il avait refusé de se présenter à une convocation de la justice le 10 juillet, assurant dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux qu'il craignait pour sa vie. Il reste depuis introuvable, mais il a assuré dans un message envoyé à l'AFP être resté au Togo dans la clandestinité car sa vie est en danger. Son immunité parlementaire avait été levée en mars à la demande du parquet de Lomé pour s'être autoproclamé président de la République. Il s'est également présenté comme prétendu chef de l'État et chef suprême des armées, appelant la nation et les forces armées à se mobiliser contre le pouvoir, des propos et agissements relevant des qualifications de troubles aggravés à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État selon le procureur. Ministre de la Défense depuis février 2019, Rose Christiane Osuga Raponda a été nommée première ministre du Gabon jeudi 16 juillet. Âgée de 56 ans, elle est la première femme nommée à ce poste au Gabon. De 2014 à 2019, cette Pouengwe, originaire de Libreville, a dirigé la mairie de la capitale où vit plus de 70% de la population du pays. La nouvelle première ministre bénéficie du soutien de la très influente présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Moranciou. Début 2019, son nom était d'ailleurs revenu avec insistance pour succéder à l'ancien chef du gouvernement, Emmanuel Issose Ngwende. Mais celui-ci avait finalement été remplacé par Julien Nkogé Bekali. Soutien de la première heure d'Ali Bongo Odimba, elle a servi entre 2012 et 2014 comme ministre du budget lors du premier mandat du chef de l'État. Si le risque de propagation du virus a été évoqué pour justifier l'interdiction de la marche prévue jeudi en soutien au général Mokoko au Congo-Brazzaville, le pouvoir semble aussi avoir rappelé que cette affaire est loin d'être le cauchemar de ces nuits, de la déception dans l'air au sein de la société civile congolaise. La faute à l'interdiction de la marche que des ONG entendaient organiser ce jeudi 16 juillet 2020 à Brazzaville pour réclamer haut et fort l'évacuation à l'étranger du général Jean-Marie Michel Mokoko, officiellement atteint de Covid-19
Covid-19, même si des experts cités par les avocats du général auraient remis en cause le diagnostic. L'argument invoqué par les autorités congolaises peine déjà à convaincre la société civile qui juge le motif fallacieux. Âgé de 73 ans, Jean-Marie Michel Mokoko purge depuis 2018 une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et de détention illégale d'armes de guerre. C'est dans sa cellule de la maison d'arrêt de la capitale que l'opposant a dû contracter le coronavirus il y a quelques semaines. S'entretenant avec les chefs de tribus libyennes qui ont soutenu, comme il a été annoncé, le Parlement de l'Est de la Libye qui a autorisé les forces égyptiennes à intervenir dans le pays, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promis qu'il ne resterait pas inactif si la ligne rouge était franchie et d'ajouter que le Caire ne restera pas les bras croisés si l'axe Djoufra-Sirte est franchi par les troupes du Conseil national de transition et qu'il n'admettrait pas la déstabilisation dans l'Est libyen. Plus tôt, dans une interview à Sputnik, l'adjoint du chef du Conseil suprême des chefs et des tribus libyens a précisé que cette institution avait soutenu l'appel du Parlement du pays adressé aux forces armées égyptiennes et demandant d'intervenir dans la crise libyenne si la sécurité des deux pays était menacée. La Chambre des représentants, Parlement au pouvoir dans l'Est libyen, a autorisé mardi 14 juillet au soir les forces égyptiennes à intervenir dans le conflit que traverse son pays. Avant de vous dire au revoir, voici une déclaration de l'alignement dont nous vous livrons le contenu. À l'intention de tous les musulmans du Mali, au regard du contexte difficile que connaît notre pays, le président de la Ligue malienne des imams érudits pour la solidarité islamique, en abrégé, l'imama, exhorte tous les musulmans à prier pour le pays. Elle exhorte toutes les parties prenantes à la retenue en ayant pour souci la sauvegarde de la nation malienne et préservation des lieux de culte. Et qu'Allah ait pitié de l'âme des disparus. Nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Elle implore Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, et qu'il ouvre notre pays de sa miséricorde infinie. Qu'Allah bénisse le Mali. Amen. Bamako, le 16 juillet 2020, par le président Mahamadou Fodje Cissé, chevalier de l'ordre national. Ainsi s'achève votre journal de ce vendredi 17 juillet 2020. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas d'un moment à l'autre. Vous pourrez suivre le journal en langue nationale Bamanankan avec Amadou Kamara. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même plateau. À très bientôt sur Chérifla TV.